Il existe des hommes dont l'existence entière a été une déclaration de guerre. Pas contre un ennemi précis, contre tout. Contre l'État, contre la société, contre toute forme de limite que le monde tentait de leur imposer. Ils ne sont pas nés monstres, ils le sont devenus. Certains par nécessité, d'autres par ambition. Quelques-uns, et c'est ce qu'il y a de plus troublant, tout simplement parce qu'ils le pouvaient. Leurs noms ne figurent pas dans les manuels d'histoire. Ils apparaissent dans les dossiers judiciaires, dans les documents classifiés, dans les confessions de ceux qui les ont connus et ont survécu pour en parler. Leurs méthodes ont redéfini ce dont le crime organisé était capable. Et leurs histoires, bien que malaisées, font partie d'une réalité que le monde tente depuis des décennies d'ignorer sans y parvenir. Aujourd'hui, nous allons parler de 8 individus, 8 hommes qui sont devenus les armes les plus redoutées des organisations criminelles les plus puissantes du XXe et du XXIe siècle. Des rues de Medellín aux autoroutes de Sicile, des quartiers du New Jersey aux côtes de Sinaloa. 8 histoires, une seule constante, elles se sont toutes mal terminées. Reste jusqu'à la fin. Parce que le dernier homme de cette liste a fait quelque chose de tellement calculé, tellement dépourvu de tout trait reconnaissable d'humanité, que les propres membres de son organisation criminelle disaient qu'il était différent de tout être humain qu'ils n'avaient jamais rencontré. Ce n'est pas de la fiction. Nous commençons. José Rodrigo Arechiga Gamboa, El Chino Anthrax. En 2013, tandis que les agences de renseignement du Mexique et des États-Unis traquaient l'un des opérateurs armés les plus recherchés du cartel de Sinaloa, cet homme publiait des photographies sur Instagram. Pas des photographies ordinaires. Des armes de gros calibre exposées comme des trophées de chasse, des jets privés, des yachts, des montres qui coûtaient plus que le salaire annuel de 10 familles ouvrières, et des femmes, et des fêtes à Los Cabos. Tout publié avec l'insolence de quelqu'un convaincu que les règles n'existaient que pour les autres. Son nom était José Rodrigo Arechiga Gamboa, et dans le monde du crime organisé mexicain, on le connaissait sous le surnom de El Chino Anthrax. Il est né le 15 juin 1980 à Culiacán, Sinaloa, une ville qui, au cours des dernières décennies, a servi de scène permanente à la guerre entre organisations criminelles en lutte pour le contrôle des routes de trafic les plus lucratives du continent américain. Ses débuts dans le crime organisé n'ont pas été spectaculaires. Il avait 24 ans quand, en 2004, il a rejoint les rangs du cartel de Sinaloa, pas comme exécuteur, pas comme chef de quartier. Il a été recruté comme garde du corps de Vicente Zambada Niebla, connu sous le nom d'El Vicentillo, fils du chef Ismael El Mayo Zambada. C'était le poste de quelqu'un de confiance, mais non de la cupule. Cependant, dans le monde du narcotrafic, la confiance des hommes convenables est l'actif le plus précieux qui existe. Pendant 4 ans, Arechiga Gamboa a observé, appris et s'est gagné le respect des hommes les plus puissants du cartel. Son ascension a été silencieuse, calculée, sans éclat. Personne hors du monde criminel ne savait qui il était. Cela a changé en 2008. Cette année-là, 2 événements ont transformé la carte du pouvoir dans le narcotrafic mexicain. D'abord, la capture de Vicente Zambada Niebla, à qui Arechiga Gamboa servait d'escorte personnelle. Ensuite, la rupture entre le cartel de Sinaloa et les frères Beltrán Leiva, une scission qui déclencha une guerre interne aux conséquences dévastatrices pour des milliers de personnes qui n'avaient jamais eu affaire avec le business. Dans ce vide du pouvoir, Arechiga Gamboa a émergé. Il a pris le contrôle d'un groupe appelé Los Anthrax, le bras armé du cartel qui répondait directement à Ismael El Mayo Zambada. En 4 ans, il avait passé de garde du corps à chef exécutif de l'appareil de violence d'une des organisations criminelles les plus puissantes de l'hémisphère occidental. Son surnom n'était pas une coïncidence. Selon les récits circulant dans le monde criminel, c'est Arechiga Gamboa lui-même qui s'était décrit comme le virus de l'anthrax. Une fois que tu entres en contact avec la bactérie, tu es pratiquement mort. Cette phrase le définit mieux que n'importe quel dossier policier. Sous son leadership, los Anthrax ont étendu leur présence opérationnelle à Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua et Nuevo León. En 2013, ils ont reçu une mission spécifique de l'organisation, empêcher l'avancée du cartel des États en territoire sinaloense. Une guerre de plus dans un pays qui les comptait depuis des années.
Le mode opératoire du groupe était clair et délibérément visible. Éliminer les rivaux, afficher les résultats et semer la terreur comme outil de contrôle territorial. Les autorités ont documenté des incidents où des corps de personnes liées à des organisations rivales ont été retrouvés pendus à des ponts à Culiacán et dans les municipalités voisines, des messages en langage criminel qui n'avaient besoin d'aucune traduction. Un seul week-end lié aux opérations de Los Anthrax, l'État de Sinaloa a enregistré au moins 20 incidents violents, dont 3 corps pendus à un pont à Guamuchil et 8 personnes assassinées dans un terrain de volley-ball à Culiacán. Mais ce qui distinguait El Chino Anthrax de tout autre opérateur armé de sa génération n'était pas seulement la brutalité de ses méthodes, c'était sa relation avec la célébrité publique. Tandis que ses contemporains recherchaient l'anonymat comme condition de survie, lui recherchait les projecteurs. Ses publications sur Instagram étaient légendaires dans et hors du monde criminel. C'était le narco-influenceur avant même que ce terme n'existe. C'était l'exposition du pouvoir criminel converti en contenu de réseaux sociaux. Et cela, paradoxalement, l'a rendu célèbre et l'a trahi. Interpol l'avait dans son viseur. Les agences mexicaines et américaines le surveillaient. Mais il continuait à publier, comme si les conséquences lui arrivaient à quelqu'un d'autre. En décembre 2013, à son arrivée aux Pays-Bas sur un vol en provenance d'Amsterdam, il a été arrêté par Interpol. Il voyageait sous une fausse identité, avec un passeport falsifié, au nom de Norberto Siqueiros García. L'homme qui étalait sa vie criminelle sur les réseaux sociaux tentait de franchir une frontière internationale avec des documents apocryphes. Son audace avait une limite. Transféré aux États-Unis, il a plaidé coupable en mai 2015 devant un tribunal fédéral. Il a reconnu avoir coordonné le transport de tonnes de cocaïne et de marijuana vers le territoire américain et avoir participé à des actes de violence liés à l'organisation. Il a été condamné à 87 mois de prison, mais on lui a accordé l'assignation à résidence. Une peine que de nombreux analystes considéraient scandaleusement clémente par rapport à la gravité des faits reprochés. En 2020, Arechiga Gamboa a disparu. Il est revenu au Mexique, sur son territoire, dans le monde qu'il connaissait. 10 jours plus tard, le 15 mai 2020, il a été retrouvé mort à Culiacán. Les détails précis du règlement de compte n'ont jamais été complètement élucidés par les autorités. Dans le monde du crime organisé, celui qui trahit ou devient un problème ne dure pas longtemps. Le virus de l'anthrax a finalement trouvé son antidote. Le tueur à gages sans peur. Gonzalo Insunza, el macho prieto. Si el Chino Anthrax représentait le nouveau visage du crime organisé, celui du pouvoir montré et numérisé, Gonzalo Insunza était exactement l'inverse. Un homme de sombre, d'action directe. Vieille école dans un monde qui commençait à changer sous ses pieds. Né à Culiacán et élevé dans la colonia Morelos, l'un de ces quartiers marqués par la dureté permanente de l'environnement sinaloense, Insunza a construit sa réputation non sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain, avec des résultats, avec des cadavres, et avec une froideur face aux dangers que les autorités elles-mêmes reconnaissaient dans leurs rapports internes. Son surnom, El Macho Prieto, venait de son teint foncé et de quelque chose qui transcendait le physique. Une attitude qui transmettait de manière constante que la peur était un sentiment qui lui était étranger. Les autorités mexicaines et américaines lui ont attribué formellement la coordination de près de 80 incidents violents au cours de sa carrière criminelle. En 2011, le gouvernement américain l'a inclus dans une liste officielle des criminels les plus dangereux d'Amérique du Nord. Ce n'était pas un honneur. C'était la mesure de la menace que représentait son activité pour la sécurité de 2 pays. Sa position dans le cartel de Sinaloa était sans équivoque, chef des tueurs à gages répondant directement à Ismael El Mayo Zambada. Cela l'a placé au sommet opérationnel de l'appareil armé de l'une des organisations criminelles les plus puissantes du monde. Et Gonzalo Insunza n'était pas un administrateur ni un stratège de bureau. C'était un exécuteur d'ordre dans le sens le plus littéral du terme. Ce qui le distinguait opérationnellement d'autres tueurs à gages était l'arsenal qu'il employait. Les dossiers des autorités des États et fédérales ont documenté l'utilisation systématique de fusils Barrett calibre 50, des armes conçues à l'origine pour un usage militaire et capables de perforer des véhicules blindés, des grenades de fragmentation, des lance-roquettes.
C'était un homme de guerre dans l'acception la plus stricte du terme. En avril 2008, avec un autre opérateur du cartel, il a déclenché la mèche de ce que la presse mexicaine appellerait la guerre contre la drogue entre le cartel de Sinaloa et les Beltrán Leiva. Quand l'alliance entre les deux organisations s'est rompue définitivement, Inzunza a été l'un des hommes qui a exécuté les premières actions du conflit. Les conséquences, mesurées en vie humaine, ont dépassé toute estimation préalable. Le 8 mai 2008 s'est déroulé l'un des épisodes les plus mémorables de cette guerre. Dans le stationnement d'un centre commercial à Culiacán, une cellule sous ses ordres a assassiné 3 jeunes. Parmi les victimes se trouvait Edgar Guzmán López, 22 ans, fils de Joaquín El Chapo Guzmán. Ont également été tués Arturo Meza Casares et César Ariel Lora Guzmán. Pendant l'attaque, au moins 500 projectiles de fusil A-47 ont été tirés et un lance-roquettes a frappé le mur d'un commerce voisin, causant une panique massive parmi la population civile. Selon le rapport de la Procuraduría General de la República, l'opération a été coordonnée par une cellule sous le commandement direct d'El Macho Prieto. Si l'attaque a résulté d'une confusion dans l'obscurité ou d'un mouvement calculé dans la guerre interne, n'a jamais été complètement élucidé. Dans ce monde, ce type d'erreur n'a pas de correction possible. En 2010, il a été envoyé à Mexicali en tant que nouveau responsable des opérations du cartel de Sinaloa en Basse-Californie et Sonora. De cette position, il contrôlait le flux de cocaïne et de méthamphétamine vers les États-Unis, à travers l'un des couloirs de trafic les plus lucratifs du continent américain. Le 12 décembre 2013, à Puerto Peñasco, Sonora, la chance d'El Macho Prieto a pris fin. Les forces fédérales ont établi un barrage sur la route fédérale quand l'affrontement s'est produit. Gonzalo Inzunza a trouvé la mort dans cet échange de tirs. Il ne s'est pas rendu. Il n'a pas tenté de négocier. Il n'a pas fui. Il est mort comme il a vécu, une arme à la main et sans reculer d'un pas. Ses surnoms supplémentaires, LMP, Lune, désignaient toujours le même homme. Un tueur à gages qui a converti la peur en son outil principal de pouvoir et qui a finalement été abattu par la seule force qu'il ne pouvait ni acheter ni intimider. Le temps et les balles de l'État. L'Américain qui voulait être narco. Edgar Valdez Villarreal, la Barbie. L'histoire du crime organisé mexicain compte peu de personnages aussi paradoxaux qu'Edgar Valdez Villarreal. Un citoyen américain. Né à Laredo, Texas, en 1973. D'ascendance mexicaine, qui a traversé la frontière vers le sud, non pour chercher une vie meilleure, mais pour construire un empire criminel en territoire étranger et devenir l'un des opérateurs les plus recherchés du narcotrafic au Mexique. Les agents de la police fédérale ministérielle mexicaine lui ont donné le surnom qui le rendrait tristement célèbre, la Barbie, pour son teint clair, ses yeux clairs et une apparence physique qui évoquait davantage un quart arrière universitaire du Texas que le profil stéréotypé d'un chef de cartel. Mais derrière cette apparence vivait un homme capable d'un niveau de violence qui surpassait celui de bon nombre de ses homologues mexicains. Et dans le monde du crime organisé, c'est dire quelque chose. Ses premiers pas dans le business criminel n'ont pas eu lieu au Mexique. Il a commencé par distribuer de la marijuana à Laredo au début des années 2000 et a étendu ses opérations à la Nouvelle-Orléans et Memphis. Mais le marché américain lui semblait trop petit. Son ambition l'a poussé à traverser la frontière et à s'aligner avec le cartel des Beltrán Leiva, où il a grandi à une vitesse qui déconcertait même ses propres associés. Grâce à cette alliance, il a réussi à consolider un réseau de distribution de cocaïne s'étendant de la Colombie, au Mexique et aux États-Unis. Selon les autorités américaines, il introduisait jusqu'à 600 kg de cocaïne par semaine en territoire nord-américain, en utilisant des vedettes rapides, des aéronefs et des semi-remorques. Il a également fait partie du cartel de Sinaloa pendant une période d'alliance stratégique. Les noms avec lesquels il partageait la structure criminelle à cette époque constituent un compendium de qui était qui dans le narcotrafic des années 2000. Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García, Heriberto Lazcano, Miguel Ángel Treviño Morales. Mais Valdez Villarreal n'était pas simplement un opérateur logistique. C'était aussi un innovateur dans l'utilisation de la terreur médiatique. En décembre 2005, une vidéo envoyée au journal américain
The Dallas Morning News, montrait 4 présumés membres du cartel du Golfe subissant des interrogatoires violents, confessant des crimes face à la caméra. L'un d'eux était exécuté dans la vidéo elle-même. La Procuraduría General de la República a confirmé que Valdés Villarreal était à l'origine de cet enregistrement. Ce qui ressemblait alors à un fait isolé et troublant deviendrait la pratique standard de la terreur dans le crime organisé mexicain. La Barbie a été, en ce sens, un précurseur sombre. Entre 2003 et 2008, la Barbie et la Federación ont recruté et entraîné des membres de la Mara Salvatrucha en provenance d'El Salvador pour des opérations au Mexique. Le résultat a été l'irruption de scènes de violence qui jusqu'alors n'avaient aucun précédent dans le pays. Des corps exécutés de manière brutale, démembrés et exposés dans les espaces publics. Il a importé un modèle de violence en tant que communication qui a redéfini les normes du crime organisé dans tout le territoire mexicain. Ce qui ne s'était pas su pendant des années, et que les documents judiciaires confirmeraient plus tard, c'est que la Barbie menait une double vie qui surpassait toute fiction. Tandis qu'il coordonnait le mouvement de tonnes de cocaïne et finançait des armées privées de tueurs à gages, il était aussi un formateur de la DEA. Il a aidé les autorités américaines à capturer plusieurs membres des cartels. Et dans l'acte de trahison le plus ultime, il a contribué à la capture de son propre chef et associé, Arturo Beltrán Leiva, en décembre 2009. Dans le monde du crime organisé, c'est ce qu'on appelle suicide différé. Sauf que Valdés Villarreal a calculé avec précision quand allait arriver sa chute et combien de temps il avait avant. En août 2010, il a été arrêté dans l'État du Mexique. En 2015, il a été extradé aux États-Unis, où il a plaidé coupable à 4 chefs de trafic de substances illicites et un chef de blanchiment d'argent. En 2018, il a été condamné à 49 ans de prison, évitant la réclusion perpétuelle grâce à sa collaboration avec les procureurs. Mais son histoire n'a pas pris fin avec la condamnation. Valdés Villarreal est devenu un témoin clé dans le procès contre Genaro García Luna, ancien secrétaire à la sécurité publique du Mexique, accusé d'avoir reçu des millions de dollars en pots de vin des cartels. L'Américain qui voulait être narco a fini par être la pièce qui a contribué à révéler la corruption au plus haut niveau du gouvernement mexicain. Et en 2022, il a disparu du système pénitentiaire fédéral américain sans explication officielle publiée. Son paradis actuel, à la date de ce scénario, reste un mystère irrésolu. La main droite du patron, John Jairo Velázquez Vázquez, Popeye. Il existe des tueurs à gages. Et puis, il y a un autre niveau. John Jairo Velázquez Vázquez est né le 15 avril 1962 à Yarumal, Antioquia, Colombie. L'homme que le monde a connu sous le surnom de Popeye a été pendant plus d'une décennie le principal exécuteur, le confident le plus proche et l'opérateur armé le plus actif de Pablo Escobar et du cartel de Medellín. Ses propres paroles, prononcées dans de multiples entrevues avec des médias du monde entier, sont la mesure de ce dont il a été capable. 250 exécutions directes, plus de 3000 corps donnés. Ce n'est pas un chiffre extrait de dossiers classifiés. C'est une confession volontaire, livrée avec une froideur qui a glacé le sang de tous les journalistes qui l'ont interviewé. Il n'existe pas, dans l'histoire du crime organisé latino-américain, beaucoup de cas documentés de quelqu'un qui ait reconnu publiquement des chiffres de cette magnitude. Popeye n'était pas simplement un tueur à gages, c'était un opérateur militaire dans la structure du cartel de Medellín. Ses mains ont été derrière certains des actes de violence les plus notables dans l'histoire contemporaine de la Colombie. L'assassinat de Luis Carlos Galán, candidat à la présidence et ennemi déclaré du narcotrafic, le 18 août 1989, à Soacha, Cundinamarca. Un homme qui avait gagné une popularité extraordinaire en promettant de s'affronter au pouvoir des cartels et qui a été abattu pendant un meeting politique devant des milliers de personnes. L'attentat contre le vol 203 d'Avianca, abattu en plein vol le 27 novembre 1989 dans une tentative échouée d'assassiner le candidat à la présidence César Gaviria. L'avion s'est désintégré au-dessus de la municipalité de Soacha. Les 107 personnes à bord sont mortes. Aucune d'elles n'avait de lien avec le conflit. L'attaque du bâtiment du DAS, le département administratif de la sécurité, à Bogota, le 6 décembre 1989. L'explosion
a fait environ 70 morts et plus de 600 blessés, dont beaucoup de piétons qui passaient par cet endroit de la ville. Ce n'étaient pas des crimes spontanés ni des impulsions de violence. C'étaient des opérations de style militaire exécutées avec planification, ressources et une froideur qui a rendu muets les enquêteurs qui les ont analysées. Popeye a coordonné des hommes, financé des actions et exécuté des ordres directs du patron. Il était le lien entre la volonté d'Escobar et son exécution sur le terrain. Après la mort d'Escobar en décembre 1993, Popeye a été capturé l'année suivante. Il a passé 23 ans et 3 mois dans des prisons de haute sécurité colombiennes. Il a été libéré en 2014 et a protagonisé une réinvention qui a généré un débat que la société colombienne n'a jamais résolu de manière satisfaisante. Il a ouvert une chaîne YouTube où il racontait des histoires du cartel de Medellín, répondait aux questions de ses followers et se présentait lui-même comme quelqu'un qui avait trouvé un chemin différent. Il a accumulé des centaines de milliers d'abonnés. Pour certains, c'était un instrument de justice transitionnelle, une voix qui exposait de l'intérieur la machinerie criminelle. Pour d'autres, c'était la glorification du crime emballé au format numérique, le crime en tant que divertissement avec l'assassin comme protagoniste attachant. Le débat n'a pas été résolu, parce qu'en 2018, il a été à nouveau capturé pour extorsion et conspiration criminelle liée à des groupes actifs à Medellín. L'homme qui disait avoir changé n'avait pas vraiment changé. Il est mort le 6 février 2020 à l'Institut national de cancérologie de Bogota, vaincu par un cancer de l'œsophage. Le dernier homme d'Escobar a quitté ce monde seul, dans un lit d'hôpital, entouré par l'ombre de tout ce qu'il avait fait. Le tueur à gages le plus dangereux dont personne ne parle. John Jairo Arias Tascón, Pinina. Si Popeye était le visage public de l'appareil armé d'Escobar, John Jairo Arias Tascón, connu sous le surnom de Pinina, était sa colonne vertébrale. Né en 1961, élevé dans le quartier La Vivora de Medellín, il mesurait à peine 1,60 m. Son apparence était tellement peu menaçante qu'Escobar lui-même l'appelait affectueusement El Monito, le petit blond. Mais derrière ce surnom affectueux vivait l'homme que le chef considérait comme son exécuteur le plus efficace, son chef de guerre, son arme la plus fiable. Pinina n'est pas aussi connu que Popeye. Il n'a jamais donné d'entrevue. Il n'a jamais eu de chaîne YouTube. Il est mort avant que le monde numérique n'existe. Et cette invisibilité est précisément ce qui en fait le tueur à gages le plus dangereux dont on parle insuffisamment. L'histoire de la façon dont Pinina a intégré le cartel de Medellín est tellement cinématographique qu'on a du mal à y croire, bien qu'elle soit documentée et reconnue par les enquêteurs qui ont étudié l'organisation. Adolescent, il a volé le système de son d'un véhicule garé près du cimetière de San Pedro à Medellín. Le propriétaire de ce véhicule s'est avéré être un homme lié au cercle de Pablo Escobar. Dans la logique du monde criminel, voler à quelqu'un de cet entourage équivalait à signer sa propre condamnation à mort. Mais lors de cette rencontre, quelque chose s'est produit que personne n'attendait. Le jeune homme maigre de la Vivora, au lieu de supplier ou de s'effondrer, a gardé sa composure. Il a montré quelque chose qu'Escobar valorisait par-dessus presque toute autre qualité, des nerfs d'acier. Et au lieu d'être exécuté, il a été recruté. Ce vol a été le passeport de Pinina vers le 5e échelon de la hiérarchie du cartel de Medellín. Pinina ne se limitait pas à exécuter les ordres, il planifiait. C'était le leader d'une cellule de tueurs à gages connue sous le nom de Los Priscos, et il possédait 3 qualités qui l'ont rendu unique parmi les hommes d'Escobar: l'intelligence stratégique, le contrôle émotionnel absolu et une loyauté qui n'a jamais vacillé. Sa participation aux actes les plus violents du cartel est documentée dans les dossiers judiciaires colombiens. Il a organisé et financé l'assassinat du ministre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla, le 30 avril 1984, le premier coup symbolique du crime organisé contre l'État colombien. Lara Bonilla avait déclaré la guerre au narcotrafic depuis le pouvoir institutionnel, et cela l'a rendu cible. Cet assassinat a marqué l'avant et l'après de la relation entre l'État colombien et le cartel de Medellín. Il a participé à l'assassinat du directeur du journal El Colombiano, Guillermo Cano Izaza, en 1986. Il a été impliqué dans l'attaque du bâtiment du DAS en 1989.
et on lui attribue également un rôle dans la planification de l'attentat contre le vol 203 d'Avianca, dans lequel 110 personnes ont trouvé la mort. Quand Escobar était en guerre ouverte avec l'État colombien, c'était Pinina qui coordonnait le front armé. C'était le général sans uniforme d'une organisation qui avait déclaré la guerre à un pays entier. En mai 1990, Escobar lui-même a avisé Pinina qu'il devait changer de ville immédiatement. Quelqu'un de son entourage l'avait dénoncé à la police nationale. L'information était parvenue au bloc de recherche, l'unité spéciale créée spécifiquement pour démanteler le cartel de Medellín. Pinina n'a pas eu le temps. Le 13 juin 1990, il a été abattu lors d'une opération policière à Medellín. Il avait entre 28 et 29 ans. Son élimination a été considérée par de nombreux analystes comme un coup au cartel aussi significatif que s'il s'agissait de la chute d'Escobar lui-même. Sa position a été occupée par la suite par des hommes comme Tyson et Popeye lui-même, mais personne n'a vraiment remplacé Pinina. Certains leaders de guerre sont irremplaçables, et son histoire, enterrée sous des décennies de récits centrés sur la figure d'Escobar, mérite d'être racontée avec la pertinence qui lui correspond. La trahison qui a démoli la mafia. Salvatore, Sammy the Bull, Gravano, New York, la famille Gambino. La Cosa Nostra américaine à son apogée. Et au cœur de tout ce pouvoir, un homme qu'on surnommait le Taureau, Salvatore Gravano. Né à Bensonhurst, Brooklyn, en 1945, Sammy Gravano est sans doute l'une des figures les plus complexes du crime organisé du XXe siècle. Non pas parce qu'il était le plus violent, bien qu'il ait confessé 10 à 9 meurtres, mais parce que sa décision de rompre le code le plus sacré de la mafia, l'omerta, le code du silence, a changé à jamais l'histoire de l'underworld américain. Ses débuts ont été ceux de n'importe quel jeune garçon des quartiers italo-américains du Brooklyn des années 60. Les gangs de rue, les combats territoriaux, les délits mineurs. Mais Gravano avait quelque chose qui le distinguait, la vision stratégique et la capacité d'agir avec froideur absolue sous la plus grande pression imaginable. Ces qualités l'ont amené à monter dans la famille Gambino jusqu'à devenir underboss, le numéro 2 de l'organisation, sous les ordres directs de John Gotti, connu sous le nom de « le don de Téflon », pour sa capacité à esquiver tous les chefs dont on tentait de le charger. En décembre 1985, une opération qui changerait le cours de la mafia américaine a pris forme. Paul Castellano, le chef de la famille Gambino à l'époque, a été assassiné devant le restaurant Sparks Steakhouse à Manhattan. L'attaque a été exécutée avec une précision chirurgicale, et Gravano a été une pièce clé de cette conspiration. L'élimination de Castellano a ouvert la voie à Gotti pour prendre le contrôle de la famille, et Sammy le Taureau, en tant qu'underboss, était l'homme qui faisait fonctionner toute la machinerie derrière le trône. Il coordonnait les opérations, gérait les conflits internes, ordonnait les exécutions. Il était, dans tous les sens pratiques, l'homme qui soutenait l'organisation la plus puissante d'Amérique. Au début des années 90, le FBI était parvenu à installer des appareils d'écoute dans le bureau de John Gotti. Les enregistrements ont été dévastateurs, et sur ces bandes, Gotti, l'homme à qui Gravano avait servi avec loyauté absolue, le mentionnait de manière méprisante, rejetant les responsabilités sur lui et minant sa position dans la famille. Quand le FBI a présenté ces enregistrements à Gravano dans le cadre de sa stratégie de pression, l'effet a été immédiat. Sammy le Taureau a décidé de devenir un témoin collaborateur du gouvernement fédéral. Son témoignage en 1992 a été historique. Il s'est présenté à la barre et a confirmé la position de Gotti dans la famille Gambino, a détaillé la conspiration pour éliminer Castellano et a confessé 10 à 9 meurtres personnels, impliquant Gotti dans 4 d'entre eux. Les avocats de la défense ont tenté de le discréditer sans succès. John Gotti a été condamné à perpétuité. Le don de Téflon est tombé grâce aux paroles de l'homme en qui il confiait le plus. Le gouvernement a offert à Gravano le programme de protection des témoins, une nouvelle identité, une nouvelle vie. Le final semblait écrit. Mais Sammy le Taureau ne savait pas vivre autrement. En Arizona, sous sa nouvelle identité, Gravano a monté un réseau de distribution d'ecstasy. Son fils Gérard s'est associé avec un leader d'une bande de 23 ans appelé Los Devil Dogs. Ils sont arrivés à vendre plus de 30 000 comprimés et à générer environ $500 000 de revenus hebdomadaires.
En février 2000, l'opération a été démantelée. Gravano, sa femme Deborah et environ 40 personnes de plus ont été arrêtées. L'homme qui a dépassé Gotti a fini par être dépassé par lui-même. La mafia, en fin de compte, n'avait pas besoin de se venger de la trahison. Sami le taureau s'en est chargé par lui-même. L'homme qui ne ressentait rien. S'il existe une définition humaine de l'absence totale d'empathie, cette définition a un nom et un prénom. Richard Leonard Kuklinski, né le 11 avril 1935 à Jersey City, New Jersey, surnommé l'homme de glace. Un titre qui n'est né d'aucune métaphore ni d'aucune légende urbaine. Il est né d'une méthode spécifique, documentée et éprouvée à plusieurs reprises. Il congelait les cadavres de ses victimes pour tromper les enquêteurs médico-légaux sur l'heure réelle du décès. Kuklinski n'était pas un membre officiel d'une quelconque famille mafieuse. C'était un entrepreneur, un exécuteur indépendant qui a travaillé pendant des décennies pour les familles les plus puissantes de New York et du New Jersey, dont la famille Gambino et la famille De Cavalcante. Et pendant tout ce temps, il a vécu une double vie si parfaitement construite que sa femme Barbara et ses enfants n'ont jamais rien soupçonné. Il était, pour son entourage le plus proche, un homme d'affaires ordinaire. Il a commis son premier acte de violence mortelle à 14 ans. Ce n'était pas prémédité au sens classique. C'était une explosion de violence née d'une enfance brutalement traumatique. Son père le frappait systématiquement et était arrivé à tuer l'un de ses frères. Cette violence absorbée dès l'enfance s'est canalisée vers l'extérieur avec des conséquences irréversibles. Ce qui aurait pu être un épisode isolé s'est transformé en modèle. Kuklinski a commencé à percevoir la violence comme son langage naturel, comme son outil de pouvoir dans un monde qu'il avait toujours traité avec brutalité. Il y a eu un moment dans ma vie où je tuais pour rien. Simplement parce que quelqu'un me regardait d'une manière qui ne me plaisait pas, a-t-il confessé des décennies plus tard dans des entrevues qui sont devenues une référence obligatoire pour les criminologues et les psychologues médico-légaux. À travers ses connexions dans le milieu criminel du New Jersey, Kuklinski s'est consolidé en tant que tueur à gages à louer. Ses méthodes étaient brutalement variées. Armes à feu, ligatures, couteaux, cyanure. Il avait une capacité quasi clinique à adapter la méthode à la situation, sans préférence émotionnelle pour aucune d'elles. Elles lui étaient toutes également indifférentes. Ses victimes comprenaient des parieurs endettés, des rivaux internes de la mafia et des cibles de plus haut profil. On lui attribue d'avoir travaillé pour Roy DeMeo, son supérieur direct au sein de la structure Gambino, et on affirme qu'il a participé à des opérations impliquant des figures comme Paul Castellano et Carmine Galante. L'un des récits les plus troublants le lie à John Gotti. Selon son propre témoignage, Gotti l'aurait engagé pour éliminer un voisin qui avait accidentellement renversé et tué son fils de 12 ans. Si le récit est vrai, il illustre avec précision le type de service que Kuklinski rendait, des exécutions que la mafia ne pouvait pas relier directement à sa propre structure. On lui attribue également un rôle dans la disparition de Jimmy Hoffa, le célèbre leader syndicaliste dont le paradis n'a jamais été confirmé officiellement. La méthode qui lui a donné son surnom était simple mais efficace. Il congelait les cadavres de ses victimes pendant des semaines ou des mois et les disposait ensuite dans des lieux publics. Les enquêteurs médico-légaux, en analysant l'état des restes, calculaient à tort la date du décès, rendant impossible l'établissement d'un alibi vérifiable. C'était un tour de précision médico-légale qui a fonctionné pendant des années. Sa chute est arrivée quand le détective Pat Kane de la police d'État du New Jersey l'a relié à une série de vols et la trace a conduit à 5 cas non résolus de violences mortelles. Un agent en civil, Dominique Polifron, s'est infiltré et a gagné la confiance de Kuklinski en se faisant passer pour quelqu'un qui voulait le contracter pour un nouveau travail. Chaque conversation a été enregistrée. En décembre 1986, il a été arrêté. En 1988, un tribunal l'a condamné à 2 réclusions à perpétuité consécutive. Il ne pourrait être admissible à la libération conditionnelle qu'à 110 ans. Kuklinski a confessé plus tard avoir éliminé plus de 100 personnes, bien que des estimations non vérifiées parlent de chiffres proches de 200 ou supérieurs. Il est mort le 5 mars 2006 dans une prison de Trenton, New Jersey. Jusqu'à la fin, il a conservé cette froideur caractéristique qui l'a défini de son vivant. L'homme de glace a quitté ce monde gelé, la bête de la Cosa Nostra sicilienne. Giovanni Brusca
Il cinghiale. Pour comprendre Giovanni Brusca, il faut d'abord comprendre ce qu'était la Cosa Nostra sicilienne dans les années 80 et 90. Ce n'était pas simplement une organisation criminelle. C'était un État parallèle avec son propre système de justice, sa propre hiérarchie de pouvoir et sa propre capacité à défier ouvertement l'État italien. Une organisation capable d'assassiner des magistrats, de faire sauter des autoroutes avec 500 kg d'explosifs, de passer des accords avec le pouvoir politique et d'opérer pendant des décennies avec une impunité qui semblait structurelle. Et au sein de cette organisation, Giovanni Brusca n'était pas simplement un membre de plus, c'était son arme la plus terrible. Il est né le 20 février 1957 à San Giuseppe Jato, Sicile. Au cours de sa carrière criminelle, il a accumulé un nombre de meurtres qui défie la compréhension. Il a confessé avoir éliminé plus de 150 personnes. Ses surnoms résument tout ce que tu dois savoir à son sujet. Scana Christiani, l'égorgeur de chrétiens. Uveru, le porc, en dialecte sicilien. Il cinghiale, le sanglier. 3 noms. 3 façons différentes de décrire la même chose. Quelque chose sans compassion, qui frappe sans avertir et qui détruit tout sur son passage. Brusca n'est pas venu à la Cosa Nostra par accident ni par nécessité économique. Il y est né. Son père, Bernardo Brusca, était déjà un homme de respect au sein de l'organisation, condamné par la suite lors du célèbre procès Maxi dirigé par le juge Giovanni Falcone. Grandir dans cette famille signifiait respirer depuis l'enfance les codes, les hiérarchies et les méthodes de la mafia. Quand le moment est venu, Giovanni Brusca n'a pas eu besoin de choisir. Il a simplement continué l'héritage et l'a porté à des niveaux que même son propre père n'aurait pu imaginer. Il est devenu chef de la famille mafieuse de San Giuseppe Jato et l'un des hommes du cercle le plus intime de Salvatore Totò Riina, le capo di tutti i capi, le chef suprême de la Cosa Nostra au cours de son ère la plus violente. Brusca faisait partie d'un escadron d'exécuteurs qui répondait directement à Riina. Dans ce cercle, la loyauté se mesurait en action, non en parole, et Brusca l'a démontré de la manière la plus brutale possible. Il y a une date qui définit Giovanni Brusca et qui le rend quelque chose de plus qu'un assassin. Un symbole de la capacité du crime organisé à frapper directement au cœur de l'État. Le juge Giovanni Falcone était le magistrat anti-mafia le plus important d'Italie. Il avait construit le procès Maxi, qui a condamné des centaines de mafiosos, dont le père du propre Brusca. C'était l'homme qui avait porté les coups les plus durs à la Cosa Nostra au cours de toute son histoire. Et l'organisation a décidé qu'il devait être éliminé de la manière la plus dévastatrice possible. L'opération a été méticuleuse. On a placé 500 kg d'explosifs sous l'autoroute reliant l'aéroport de Palerme à la capitale sicilienne. Le point choisi était le tronçon de Capaci. Le 23 mai 1992, quand le convoi de véhicules blindés transportant le juge Falcone s'est approché de la zone, Giovanni Brusca a actionné le détonateur. L'explosion a été cataclysmique. Le juge Giovanni Falcone, sa femme Francesca Morvillo, également magistrate, et 3 agents d'escorte ont perdu la vie. 19 autres membres de l'escorte ont été blessés. L'Italie s'est arrêtée net. L'impact a été tellement dévastateur qu'il a transformé la perception publique de la mafia et a déclenché une réaction de l'État qui a accéléré le démantèlement de la cupule de la Cosa Nostra. Brusca a tout confessé. C'est lui qui a actionné le détonateur. Il l'a déclaré devant les juges sans hésitation. Mais parmi les faits qui lui sont attribués, il y en a un qui envoie un frisson qui transcende toute logique criminelle et qui, même aujourd'hui, est difficile à traiter. En 1993, des hommes sous ses ordres ont enlevé Giuseppe Di Matteo, fils d'un témoin collaborateur de la justice nommé Santino Di Matteo, qui avait fourni des témoignages cruciaux contre l'organisation. L'enfant avait 11 ans. Il a été gardé en captivité pendant près de 3 ans, dans des conditions que les enquêteurs ultérieurs ont décrites comme inhumaines. L'objectif était de faire pression sur le père pour qu'il retire ses déclarations devant les tribunaux. Le père n'a pas cédé. En janvier 1996, quand l'enfant avait 13 ans, il a été étranglé et son corps a été dissous dans l'acide pour éliminer toute preuve. Cet acte peut, être plus que tout autre, définit la dimension morale ou l'absence de celle-ci, qui caractérisait Brusca.
Le 20 mai 1996, exactement 4 ans après l'attentat de Capaci, Giovanni Brusca a été arrêté en Sicile. Il avait 39 ans, et il a pris une décision qui, dans le monde de la Cosa Nostra, équivaut à une condamnation à mort. Il s'est transformé en Pantito, en collaborateur de la justice. Ces déclarations ont été déterminantes dans plusieurs procès. Parmi eux, les enquêtes sur les connexions entre l'État italien et la mafia, l'un des chapitres les plus sombres et les plus controversés de l'histoire récente de l'Italie, le soi-disant procès sur la négociation État-mafia, qui a posé des questions inconfortables sur les secteurs du pouvoir institutionnel qui auraient négocié avec Riina pour mettre fin à la vague d'attentats terroristes de l'organisation au début des années 90. En mai 2021, Brusca a obtenu la libération conditionnelle après avoir purgé 25 ans de condamnation. La nouvelle a généré une vague d'indignation en Italie, particulièrement parmi les familles des victimes de l'attentat de Capaci et parmi ceux qui se souviennent du jeune Giuseppe Di Matteo. Le sanglier de la Cosa Nostra est sorti de prison. Et cela peut être est l'épilogue le plus perturbant de tous les récits que nous avons contés aujourd'hui. 8 tomes, 8 histoires construites sur la violence, la loyauté aveugle, la trahison, le pouvoir et la destruction. Des quartiers de Medellín aux autoroutes de Sicile, des stationnements de Culiacán aux restaurants de Manhattan, des prisons du New Jersey aux collines de Palerme. Aucun d'eux n'est né en ce qu'il est devenu. Tous ont eu, à un moment donné de leur vie, une bifurcation, une décision, un moment où le chemin qu'ils ont choisi les a menés où ils ont fini. Certains sont morts violemment dans les rues qu'ils contrôlaient, d'autres dans des lits d'hôpital, d'autres encore en purgeant des peines qu'ils n'atteindront pas de terminer. Et un, libre, après avoir actionné le détonateur qui a tué un magistrat et avoir ordonné la mort d'un enfant de 13 ans. Ce que ces histoires partagent n'est pas seulement la brutalité, c'est l'ampleur du dommage qu'un seul individu peut causer quand il se met au service d'une organisation criminelle avec des ressources, une structure et l'impunité. Des victimes qui n'ont jamais choisi d'être près de ce monde, des familles détruites, des pays entiers marqués par des décennies de violence systémique. Ces histoires ne sont pas des récits de glamour ni de pouvoir. Ce sont des registres de ce qui se passe quand le crime organisé opère sans limite pendant le temps suffisant. Et l'histoire, toujours, prélève son dû.